Bonsoir à tous, bienvenue à notre rendez-vous de l'ESC Daily Highlights en direct de Barcelone. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'avoir avec moi professeur Thibaut Damy, notre grand référence en amylose cardiaque, le chef du service du centre de référence d'amylose en France, voire même en Europe, et le past président du groupe de travail d'insuffisance cardiaque. Bonsoir professeur Damy, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quoi de neuf en matière d'amylose présenté en marge de notre congrès de l'ESC à Barcelone? Est-ce qu'il y a des nouveautés concernant le diagnostic, concernant le traitement, le pronostic, l'association avec le rétrécissement aortique? Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Il y a beaucoup de nouvelles données en fait, qui vont être présentées donc, à l'ESC et qui sont présentées. C'est assez impressionnant de voir un congrès où on voit vraiment l'amylose prendre de l'ampleur et avoir un nombre de sessions dédiées à l'amylose importante qui permet de reprendre donc bien les éléments diagnostiques de l'amylose. Donc on voit maintenant, ça y est, que tous les cardiologues doivent être impliqués dans le diagnostic de l'amylose. Ce sont des patients en fait qui se présentent avec des symptômes cardiologiques, l'essoufflement, bien sûr, la dyspnée, c'est le principal. Malheureusement, souvent quand ils sont déjà diagnostiqués au stade de l'insuffisance cardiaque, et que finalement le cardiologue il est en première ligne parce qu'il va faire l'échographie en cas d'essoufflement, il va voir cette hypertrophie ventriculaire gauche avec cet épaississement myocardique, et il faut tout de suite avoir le réflexe d'aller rechercher ce qu'on appelle les red flags, les autres signes évocateurs qui sont souvent extracardiaques. Donc vous avez cet essoufflement, cette hypertrophie. Il faut penser à tout simplement demander au patient est-ce qu'il a un canal carpien, est-ce qu'il a des picotements dans la main la nuit, est-ce qu'il agite les mains, est-ce qu'il a eu aussi ses doigts ressauts, ses doigts qui se débloquent, est-ce qu'il a une rupture du tendon, le Popeyes muscles, là où il y a une rupture du tendon du long biceps et le biceps. Donc quand on fait l'écho et le CG, c'est déjà assez facile d'avoir tous ces signes. Puis après, on peut aller chercher d'autres signes évocateurs donc ça c'est pour les amyloses à transthyrétine, ces signes qui traduisent donc l'infiltration tendineuse et qui vont donner en plus de l'atteinte cardiaque ces ruptures ou ces lésions tendineuses. Et puis dans l'amylose à elle, on peut avoir d'autres symptômes qui sont les ecchymoses périorbitaires et la macroglossie. Donc quand on voit ça au cabinet, finalement, on va faire bien sûr également l'électrocardiogramme, on va voir ce contraste entre cet épaississement myocardique qu'on peut appeler hypertrophie, mais c'est l'épaississement du myocarde, et un ECG où souvent on ne trouve pas cette augmentation du voltage, de l'HVG à l'ECG. Et donc au cabinet, il y a deux choses très simples à prescrire. Alors ça dépend évidemment de votre lieu d'exercice, mais c'est la scintigraphie osseuse myocardique, donc c'est un traceur osseux, mais pour regarder le myocarde et regarder la fixation myocardique. Et puis en même temps, il faut prescrire les tests pour rechercher la gammapathie. Ce qui est important, c'est bien de prescrire les bons tests, et en fait, il en faut au moins 4. Excusez-moi, professeur Damy, de vous interrompre. Je vous en prie. Nos cardiologues, là je parle de notre expérience en Tunisie, donc tendance à demander plutôt l'IRM avant la CNT. Que pensez-vous? Alors, l'idéal, c'est maintenant, vous voyez, en France, on prescrivait beaucoup les IRM dans le cas des cardiomyopathies et dans le cas de cette indication, mais le premier examen que l'on prescrit maintenant, c'est vraiment la scintigraphie osseuse. Pourquoi? Parce que ça va avoir vraiment une valeur de diagnostic histologique, c'est-à-dire vous avez une fixation myocardique, vous êtes sûr qu'il y a une amylose cardiaque quasiment à 99,9%. Alors que l'IRM, qui est vraiment aussi un examen très intéressant, va juste vous dire qu'il y a une infiltration myocardique, mais elle peut être liée à la fibrose ou l'amylose. Le T1 mapping, si vous l'avez, peut vous aider aussi, mais ne va pas donner ce diagnostic de quasi-certitude. Et c'est pour ça, vraiment, et c'est dans les guidelines de l'ESC, que les deux examens clés, c'est vraiment cette scintigraphie osseuse et la recherche de gammapathie. Alors pourquoi il faut prescrire ces deux examens ensemble? Et c'est ça qui est important, c'est qu'on peut avoir, comme c'est souvent des sujets d'un certain âge, on peut avoir des sujets qui ont une amylose à transthyrétine sauvage, donc liée à l'âge, dite sénile, et une gammapathie qui n'impose aucun problème et qui ne donne pas l'amylose à elle. Et vous voyez, donc quand on a ces deux tests, ça peut être soit ça, une amylose sauvage avec une gammapathie, ou soit une amylose à elle avec une fixation myocardique liée à l'amylose à elle, puisqu'il y a à peu près 10% des amyloses à elle qui vont avoir une fixation à la scintigraphie. Donc vous voyez, la scintigraphie en soi ne suffit pas, il faut faire ces deux examens. Et c'est pour ça que si vous avez une gammapathie et une fixation osseuse, il va falloir aller à la preuve histologique pour confirmer bien sûr le diagnostic de l'amylose qui sera confirmé, mais aussi trouver le type d'amylose, parce que ça peut être soit une amylose sauvage avec une gammapathie, soit une amylose à elle avec une fixation myocardique. Donc c'est vraiment important de suivre l'algorithme pour ne pas se tromper, parce que
le traitement après va complètement différer entre celui d'une amylose à elle qui doit avoir une chimiothérapie ou une immunothérapie maintenant et l'amylose à transthyrétine qui peut bénéficier du tafamidis. C'est vraiment deux maladies avec deux processus physiopathologiques différents et il faut pouvoir faire la part des choses. Et puis au Maghreb aussi, vous avez beaucoup d'amyloses héréditaires parce que vous avez des connexions évidemment avec l'Afrique subsaharienne et puis qu'il y a eu beaucoup d'échanges commerciaux entre ces pays, mais pas seulement, aussi de gènes. Et au Maghreb, il y a beaucoup de patients avec des amyloses héréditaires et cette fameuse mutation ATTR-VALS122 qui est observée chez les patients généralement d'origine africaine, Togo, Bénin, Mali, Côte d'Ivoire, mais qu'on voit aussi chez les Maghrébins. Donc chez les patients qui ont une amylose à transthyrétine sauvage, ou qui ressemble à une amylose sauvage, il faut leur faire le test génétique pour pouvoir faire la différence entre une amylose à transthyrétine héréditaire et une amylose à transthyrétine sauvage. Et sans test génétique, en théorie, on ne peut pas. Alors évidemment, c'est des sujets âgés, mais c'est important de le faire parce que vous avez toute la famille aussi qui est derrière, les frères et les sœurs qui ont le même âge et qui peuvent développer cette maladie. Quand elle est héréditaire, c'est une maladie autosomique et dominante, donc ça veut dire que la moitié de la famille va être touchée, puis également les enfants qui pourront évidemment bénéficier d'une prise en charge précoce. Alors sur la sténose aortique, c'était aussi votre deuxième question. Il y a à peu près 16% chez les hommes de sténose aortique qui vont au TAVI qui ont des amyloses à transthyrétine. Donc c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire que les dépôts d'amylose vont se mettre au niveau du myocarde, mais également au niveau des valves. Donc on a vu le mitral tricuspide, mais également valve aortique. Et il y a 16% donc d'ERAC qui vont au TAVI qui ont une amylose à transthyrétine sauvage le plus souvent. Et là, cette association va faire que ça va modifier un peu la prise en charge, puisque vous risquez d'avoir de plus de troubles de la conduction en post-TAVI. Et puis surtout qu'on voit que si vous ne traitez pas l'amylose, vous ne risquez pas d'améliorer les symptômes. Et c'est dommage d'avoir mis une belle prothèse si on ne va pas jusqu'au bout du diagnostic et du traitement de la prise en charge de l'amylose. Et donc ça va changer la donne aussi sur les anticoagulants, dans le cadre des complications également rythmiques et thrombotiques que peuvent survenir chez ces patients lorsqu'on a cette combinaison ou association plutôt amylose à transthyrétine sauvage et sténose aortique. Voilà. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous et à très bientôt en Tunisie. À très bientôt, avec plaisir. Merci.